Donc si vous souhaitez prendre la parole, oui, je vous apporte un micro de suite. Oui, bonjour, Daniel Escave de Autisme Fédération Bretagne Pays de Loire. Je vais poser une question iconoclaste et provocatrice. Dans tout ce qui a été dit, on n'a absolument pas parlé des autistes exilés en Belgique. Or, comme vous le savez, il y en a plus de 6000 qui sont exilés en Belgique depuis des années et des années. Mon fils y est passé pendant 10 ans. Et là, je n'entends parler de rien. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps vraiment de s'emparer du problème plutôt que d'en parler ? Là, nous étions dans une journée pour construire des propositions, mais je vais laisser Madame Compagnon vous répondre. J'en ai pas parlé, effectivement, vous avez raison. Non pas que c'est pas du tout un oubli délibéré ni une absence de préoccupation sur ce point-là. D'abord parce qu'il y a des mesures qui ont été prises l'année dernière avec des financements qui sont jamais suffisants, je le sais, qui ont été prises pour, je vais me lever, pardon, pour essayer de répondre à cette question des départs et des maintiens de personnes en Belgique. Donc il y a 15 millions d'euros qui ont été dévolus. Ces fonds vont, a priori, continuer à être là. Voilà, donc ça c'est un premier point. La deuxième, c'est un mouvement extrêmement général qui est, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans les établissements doivent continuer à y être c'est une question un peu, alors je ne vais pas reprendre votre formule ni iconoclaste ni provocante, mais c'est est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas une réflexion à avoir vraiment sur la question de l'inclusion. Alors l'inclusion c'est un principe, c'est une valeur, ça doit aussi être un principe d'action. Voilà, ça va prendre un peu plus de temps que de le dire, bien évidemment, mais voilà, on est sur ce chemin-là qui est comment les places en établissement sont vraiment réservées aux personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est... alors, je vais annoncer un certain nombre de choses qui ne sont pas encore arbitrées, donc il faut les prendre avec prudence, mais on va développer de l'habitat inclusif, on va développer un certain nombre de réponses en termes de services, on va développer un certain nombre de réponses pour les adultes, en particulier, qui, je pense, vont produire des éléments. Et puis, il y a une chose qu'il faut dire, et je l'avais écrit... avec mes collègues très clairement dans le rapport d'évaluation du plan 3, c'est que les places qui ont été prévues dans le plan 3, elles ouvrent là, maintenant. Elles n'ont pas ouvert avant, parce que construire un établissement, ouvrir des places, ça prend 3, 4 ans, 5 ans, selon les problèmes d'accès au terrain, au bâti. Voilà, toujours est-il, vous le savez ça. Donc les places, elles vont ouvrir en 2018, en 2019. Voilà, ce qui va être aussi un élément de réponse. Alors, je suis incapable, et je le dis très sincèrement, parce que je ne vais pas me raconter d'histoire, c'est pas vraiment mon style. Voilà. Est-ce que ça sera suffisant? J'en sais rien aujourd'hui. J'en sais rien. Parce que c'est très difficile dans une politique publique comme on est de piloter sans avoir d'éléments épidémiologiques certains. Vous le savez, on sait très peu de choses en France sur où sont les gens, ou dans quel type de structure, où ils vivent. Et quand on parle des adultes, c'est encore pire. Donc voilà. Donc on court tous les lièvres. On court tous les lièvres. Mais en tous les cas, voilà, on apporte des réponses qui sont pas... voilà, c'est pas comme ça. Vous le savez bien. Je le sais, je l'ai appris. Mais en tous les cas, voilà, on essaye par plein de portes d'entrée de trouver des solutions qui apporteront des réponses. Voilà, c'est un problème plus général, là je vais être un peu techno, de requalification de l'offre. On a une offre importante, très variable selon les endroits, mais une offre importante. Et on a une épreuve là de transformation pour que vraiment la place, elle soit de qualité et adaptée. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Merci pour cet éclairage. Une autre intervention. Mais dans la réalité, dans le caractère concret des choses,
Ceux que l'on ne veut pas prendre ou qu'on sort ou que l'on sert à sortir, c'est les personnes aux problématiques les plus lourdes, notamment avec troubles de comportement. Donc là, il y aurait peut-être intérêt, si on parle d'équipes mobiles, créer des équipes mobiles qui puissent intervenir pour justement faire notamment de l'analyse fonctionnelle des troubles du comportement. Vous savez, quand je parle de transformation de l'offre, je ne parle pas que de l'offre médico-sociale. Parce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée là, parce qu'elle est... il y en a tellement. Mais voilà, les adultes aujourd'hui qui sont encore pris en charge dans des établissements psychiatriques, qui sont plutôt surmédiqués, alors qu'on sait que les problèmes d'espérance de vie sont très importants en matière d'autisme et qu'on a un vrai différentiel par rapport à la population générale. Voilà, cette question-là, elle mérite aussi qu'on essaye de la résoudre. Et ça, c'est effectivement les personnes les plus en difficulté. Donc, moi, j'attends des opérateurs et d'un certain nombre d'associations de nous aider à répondre à cette question-là. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas pour renvoyer la balle à un autre acteur. C'est juste de dire, on ne peut pas, dans les structures médico-sociales aujourd'hui, dire qu'un certain nombre de personnes sont dans une situation trop difficile pour qu'on les prenne en charge. C'est véritablement l'objet même d'une structure médico-sociale, de prendre en charge ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Voilà, donc là aussi, il y a à travailler pour que les personnes soient là, au bon endroit et que les professionnels qui doivent les prendre en charge les prennent réellement en charge. Voilà. Et on a un peu de chemin à faire sur ce plan-là. Enfin, je partage tout à fait. C'est vrai que bon, c'est vraiment un enjeu important. Là, je parle de cette région où il va falloir trouver l'équilibre. Et au fond, l'équilibre, c'est le libre choix des personnes et de leurs familles. Je pense qu'on a besoin, dans certaines situations, de réponses intramuros contenantes, protectrices. Mais on a aussi besoin d'accompagner fortement avec des réponses qui sont peut-être un peu différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, mais qui, pour les professionnels ici présents, le savent, se sont déjà développés dans la région. Des équipes mobiles, du aller vers, des services à domicile qui, y compris à partir des établissements, et en tout cas nous on va y veiller dans les contrats qu'on signe avec chacune et chacun d'entre vous, gestionnaires d'établissements ou structures, permettent d'apporter des réponses un peu parallèles et complémentaires. Mais je pense qu'en tout cas pour nous, c'est vraiment l'équilibre entre nécessité dans certaines situations, soit de situations de polyhandicap ou de situations de précarité très très fortes, de garder ces structures protectrices, mais tout en encourageant le aller vers le domicile. Voilà, donc c'est cet équilibre-là, je pense qu'il faut arriver à trouver, et l'enjeu de la transformation est tout à fait important, comme le dit Mme Compagnon. Bien, je crois que nous allons devoir terminer cet échange. Merci à nouveau à tous, et puis poursuivez les échanges très bien amorcés aujourd'hui. Madame la Présidente.